Errantes dans le vide stellaire, les planètes peuplent notre univers, possédant tout détail, des masses, des compositions et des histoires différentes. Remarquez aussi que j'ai utilisé le mot errant, non pas par hasard, mais pour faire un détour historique sur l'origine du mot. En effet, en grec ancien, on les désignait par astres errants ou planetes aster, de leur mouvement plus rapide que les différentes étoiles qui peuplent notre ciel. Ainsi, suite à la traduction du grec ancien jusqu'au latin, le mot planète a été conservé. Mais vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qu'une planète? Pourquoi existe-t-elle? Quels sont les principaux types de planètes? Combien de planètes peuplent notre galaxie? Eh bien, nous allons répondre à ces questions et à bien d'autres dans cette chronique autour de Vénus. Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler qu'un corps a deux états possibles. Soit il est en mouvement à vitesse positive constante rectiligne, donc il suit une sorte de ligne, ou soit le corps est au repos. En d'autres termes, ce corps a une vitesse nulle. Mais c'est là que la gravité ajoute son grain de variété. Les corps, dus à leur masse, génèrent une force gravitationnelle affectant le déplacement des autres corps massiques alentour. La gravité a donc un rôle crucial dans l'espace et permet un autre type de déplacement jusqu'alors impossible, les déplacements circulaires ou devrais-je dire orbites. En mécanique céleste et en mécanique spatiale, une orbite est la courbe fermée représentant la trajectoire qui dessine dans l'espace un objet céleste sous l'effet de la gravitation et de force de l'inertie. Une telle orbite est dite périodique, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps t1, le corps arrivera à un endroit où il était déjà un temps t0, et il en aura une autre infinité de temps où cela se reproduira. Bien, revenons aux planètes. Une planète est un corps dans l'espace qui tourne autour du Soleil ou d'une étoile qui possède une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique. C'est-à-dire que la gravité n'est pas trop forte pour que le corps se trouve dans l'étoile, mais qu'elle soit pas trop faible pour que le corps reste dans sa trajectoire rectiligne. A noter que la masse ainsi que l'inertie du corps en interaction avec l'étoile jouent un grand rôle dans cet équilibre. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de corps rivaux se déplaçant sur son orbite ou une orbite proche. Si un tel corps tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, on l'appelle plus généralement exoplanète. Maintenant, on peut se poser la question de la classification des corps. Si un corps quelconque tourne autour d'une étoile, peut-on l'appeler planète? L'Union astronomique internationale a décidé en 2002 de définir la limite supérieure, en d'autres termes, de fixer un critère pour différencier une planète d'une étoile. Cela peut vous paraître assez évident à définir, puisque les deux corps sont fondamentalement différents, un émet de la lumière et l'autre pas. Mais ceci n'est uniquement vrai que pour les étoiles que vous connaissez, puisqu'il existe dans l'espace ce qu'on appelle des naines brunes, des corps trop massifs pour être une planète, mais pas assez pour être une étoile et n'émet très peu de rayonnement. On doit alors là les différencier à l'aide d'un composant objectif, la fusion thermonucléaire du deutérium. Mais vous me diriez, qu'est-ce que c'est que ça que la fusion thermo-machin-chose du truc? Je pourrais vous expliquer grossièrement ce que c'est, mais je préfère que vous appreniez un minimum de choses, donc on va passer par quelques petits rappels de chimie. Le nombre de protons dans un noyau indique sa nature. S'il a un seul proton, c'est de l'hydrogène. 2 c'est de l'hélium, 6 du carbone, 8 de l'oxygène, etc. Ce nombre de protons se retrouve sur un tableau périodique. C'est la charge positive du noyau. Autour du noyau peut se trouver des électrons. Dans un atome, le nombre de protons et d'électrons est égal pour rester électriquement neutre. On comprend que l'électron porte une charge négative. Dans ce noyau, le ou les protons sont souvent accompagnés d'un nombre de neutrons qui diffère, et on utilise un nombre après le nom de l'atome pour savoir la quantité de protons et de neutrons dans le noyau. De leur nom, les neutrons sont électriquement neutres. Partons de l'exemple de l'atome d'hydrogène. Il a un proton et un électron. Son nombre de neutrons peut varier, donc il existe plusieurs isotopes de l'atome d'hydrogène. L'isotope d'hydrogène avec 0 neutron est appelé hydrogène 1. L'isotope d'hydrogène avec 1 neutron est appelé hydrogène 2. Et l'isotope d'hydrogène avec 2 neutrons est appelé hydrogène 3. Bien, revenons à la fusion thermonucléaire du deutérium. C'est la fusion dans laquelle un deutéron et un proton se combinent pour former un hélion. Voici un deutéron. Il est composé d'un proton, d'un neutron et d'aucun électron. La fusion nucléaire entre ce deutéron et un proton, donc le fait de rassembler au niveau du noyau ces deux choses, donne un noyau constitué de deux protons, d'un neutron et autour aucun électron. On a donc bien ici un atome d'hélium 3 sans électron qu'on appelle hélion.
Si cette fameuse fusion thermonucléaire du deutérium est faite au sein du corps que l'on souhaite classifier, alors on la considère comme une étoile. Et c'est donc comme cela qu'on arrive à fixer une limite entre ce qu'on peut appeler une étoile et une planète. Quittons l'échelle du petit corps tout doucement pour reparler des planètes, mais surtout de leur création. En effet, on considère que les planètes se forment en même temps que leur étoile par le rassemblement et la condensation d'un nuage de gaz et de poussière sous l'influence de la gravitation. Tous les modèles de formation planétaire commencent donc par la formation d'une, voire deux ou plus étoiles au sein d'un effondrement, suivi par l'accrétion des poussières dans le disque de matière tournant autour d'une étoile. Il est donc très courant que des planètes se forment, on peut s'en rendre compte par le nombre d'exoplanètes peuplant notre galaxie, au moins 100 milliards. Comme vous avez pu le découvrir en levant les yeux au ciel, on a découvert plein de corps se déplaçant dans l'espace. La nature humaine a voulu les classer et les étudier de très près pour notre culture du ciel. Et aussi, depuis ces dernières années, on essaie de trouver une autre Terre aussi mieux très proche de la nôtre pour potentiellement y vivre. On a trouvé d'autres avec des structures intéressantes et on cherche un corps selon des propositions théoriques pour comprendre ce qui peuple le vide, ou devrais-je dire, celle qui erre dans le vide. Merci d'avoir écouté cette chronique et à la revoyure autour de Vénus.